toutes les décisions que la CEI prend là, ça part de la commission centrale où l'opposition est représentée. Donc toutes les décisions que la CEI prend là, l'opposition est comptable de ces décisions-là parce qu'elle est membre de la commission centrale de la CEI. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 février 2025. Nous sommes aujourd'hui au 6e numéro de cette rubrique Élections Parlons-en où tous les mardis, on vous a dit qu'on allait attirer votre attention sur un problème précis qui concerne les élections. Aujourd'hui, nous allons parler des dangers qui menacent l'élection présidentielle de 2025. Vous le savez certainement, mais la répétition étant pédagogique, il est important que nous revenions sur certains points qui font partie du contexte de ces élections, qui méritent d'être su et qui méritent d'être adressés, qui méritent d'être résolus. Donc, le premier problème dont nous allons parler dans ce contexte électoral, c'est l'ordonnance. Vous savez que depuis le 12 juin 2024, il y a une ordonnance qui a été prise pour organiser la société civile. Jusqu'à présent, la société civile était régie par une loi de 1960 qui était en cours d'actualisation et les travaux étaient très avancés quand depuis 2019, quand à partir de 2021, septembre 2021, il y a eu le dernier atelier, on n'a plus de suite et à notre grande surprise, il y a une ordonnance qui a été prise. On a beaucoup parlé de ça, mais on va vous résumer la situation. La situation est que quand cette ordonnance est sortie le 12 juin 2024, nous avons été surpris pour plusieurs raisons. La première raison, c'est dans la forme. Dans la forme, la société civile a droit à une loi, et même une loi organique, puisque nous faisons partie des systèmes qui sont cités dans la Constitution. Et l'article 101 de la Constitution dit que tous les systèmes et structures qui sont cités dans la Constitution peuvent faire l'objet d'une loi organique. Malgré ça, on s'est contenté d'une loi ordinaire. Et c'est l'actualisation de cette loi ordinaire-là qui était en cours quand subitement on vient prendre une ordonnance. Ce qu'il faut savoir, pour que le chef de l'État prenne une ordonnance, normalement, il doit s'adosser sur une loi d'habilitation. Il n'a jamais eu une loi d'habilitation qui lui permet d'intervenir dans le domaine des droits et des libertés. C'est malgré cela qu'il a pris cette ordonnance. Donc, c'est le premier problème. Dans la forme, on ne devrait pas prendre une ordonnance. Le second problème, c'est que la société civile n'a pas été associée à l'élaboration de cette ordonnance. Il y a une partie de la société civile qui a été associée, donc qui défend cette ordonnance, et il y a une autre partie qui n'a pas été associée. Alors que pour la loi qui était en cours d'élaboration, on avait tous été associés. Donc pourquoi cette discrimination ? Ça, c'est un autre problème. Donc, on est en train de prendre une loi pour une corporation sans associer les acteurs de cette corporation-là à la loi. Ça, c'est un. La troisième chose, c'est que dans le contenu de cette ordonnance, il y a beaucoup d'atteintes aux libertés. Ça veut dire que si cette ordonnance est ratifiée, il y a beaucoup de restrictions que vous allez observer dans les activités de la société civile qui pourtant devaient être libres de mener ses activités dans le respect des lois, bien sûr. Mais cette ordonnance restreint les libertés de la société civile. Par exemple, dans l'article 1, où il y a les définitions, on vous dit par exemple que les organisations de la société civile ne doivent avoir aucun lien avec les partis ou groupements politiques. Vous voyez? Mais on ne vous explique pas ce qu'on met dans le lien. Et quand une loi n'est pas précise, elle est forcément mauvaise. Parce que l'interprétation de ce lien-là va forcément créer des problèmes. Est-ce que moi, en tant que membre de la société civile, je n'ai pas le droit d'avoir un mari, un frère ou un ami qui est politique? Parce qu'on dit lien haut. C'est quoi le lien? Est-ce qu'on ne doit pas parler avec les politiques? Là aussi, il y a un problème parce que nous sommes tous des acteurs de l'espace démocratique. C'est tout à fait normal que nous puissions nous parler. La preuve, tous ceux qui soutiennent cette ordonnance travaillent étroitement avec le pouvoir en place. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème parce que tous les partis et tous les pouvoirs ont le droit de travailler avec la société civile. Mais dans cette
ordonnance, on interdit tout lien sans définir le lien. Dans cette même ordonnance, en l'article 22, on peut dissoudre n'importe quelle organisation de la société civile. C'est comme ça qu'on a dissous la FESI et toutes les organisations universitaires. 14 organisations du milieu universitaire. Donc vous voyez déjà que cette ordonnance, avant même d'être ratifiée pour devenir une loi, est déjà utilisée contre certaines organisations de la société civile et contre le libre exercice, le plein exercice de nos libertés. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette ordonnance qui ne vont pas. Et on a écrit pour dire qu'on n'était pas d'accord, on ne nous a pas écoutés. C'est malgré le fait que nous ne sommes pas d'accord qu'un atelier a été organisé à Bassam, soit dit-on, pour s'approprier l'ordonnance et même ses textes d'application. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de coopération entre le pouvoir public et les ONG qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que la moindre des choses, c'était au moins de prêter une oreille attentive à ce que nous reprochons à cette ordonnance et voir ce qui peut être pris en compte, ce qui ne peut ne pas être pris en compte. Mais malheureusement, les gens avancent dans leur projet de faire de cette ordonnance une loi et une loi qui sera liberticide. Et aujourd'hui où nous vous parlons, cette ordonnance est sur la table des députés. Elle sera discutée le 10 mars 2025 pour être ratifiée. Donc si elle est ratifiée, elle deviendra une loi. Et il faut dire que cette ordonnance ne concerne pas que seulement les organisations de la société civile. Elle concerne aussi les fondations et les organisations cultuelles. Mais jusqu'à présent, il n'y a que la société civile qui a réagi aux biais qui sont contenus dans cette ordonnance pour dire qu'il n'y a même pas de solidarité autour des revendications qui nous concernent tous. Vous voyez? Donc pendant que nous on dit que c'est pas bon, il y a des organisations qui disent que c'est bon, en oubliant que si aujourd'hui elles ont des accointances avec le pouvoir, demain ça peut se retourner contre elles. Elles oublient cela. Les organisations culturelles n'ont pas encore réagi, encore moins les fondations, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dedans. Même dans les définitions, on vous dit qu'une ONG, c'est une association qui est représentée dans au moins 2 pays. Ça veut dire que si tu te prétends être ONG, que tu n'as pas une représentation dans un autre pays, tu n'es pas une ONG. Tu es simplement une association. Tout ça, c'est des choses qui sont discutables. Dans tous les cas, le pouvoir, il est le pouvoir, il est le plus fort, il fait ce qu'il veut, mais il est de notre devoir d'interpeller tout le monde sur ce qui ne va pas. Donc, on a fait un communiqué de presse avant-hier pour demander aux députés de ne pas ratifier cette ordonnance, tout en sachant que le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, chacun prend ses responsabilités. C'est l'histoire qui va nous juger par après. L'autre point que nous voulons aborder, c'est la CEI. La CEI. Tout le monde se plaint de la CEI, de ce qu'elle fait et tout. Mais il y a des problèmes sur lesquels on doit insister. Nous, on a écrit à la CEI en tant qu'observateur de la RLE. On est allé lui remettre notre rapport. Mais dans les échanges avec la CEI, il est ressorti que ce n'est pas évident que cette année 2025-là, une autre mise à jour de la cartographie soit faite, une autre RLE soit faite avant octobre 2025, encore moins un audit de la liste électorale. Mais qu'est-ce que nous voulons relever sur ce point? Ce que nous voulons relever, c'est que il faut qu'on réalise qu'on n'est pas dans un jeu. Jusqu'à présent, les crises les plus graves que nous avons vécues sont électorales. Ça veut dire que tout ce qui touche aux questions électorales là, doit être pris au sérieux. Donc, comment se fait-il qu'on se plaigne de la CEI tout en étant membre de la CEI? On a déjà parlé de ça. On revient encore dessus. Parce que toutes les décisions que la CEI prend là, ça part de la commission centrale.
commission centrale où l'opposition est représentée. Donc, toutes les décisions que la CEI prend là, l'opposition est comptable de ces décisions-là parce qu'elle est membre de la commission centrale de la CEI. On dit l'opposition parce que c'est les représentants de l'opposition. Évidemment, toute l'opposition n'est pas là-bas, mais quand des partis comme le PPACI, le PDCI, le FPI sont là-bas, ils sont représentatifs de toute l'opposition. Donc vraiment, on veut insister sur le fait que un des dangers qui menace l'élection présidentielle de 2025, c'est le manque de cohérence dans certaines prises de position aussi de l'opposition. Vous ne pouvez pas contester la CEI tout en étant membre de la CEI. On vous l'a toujours dit, sortez de la CEI et vous allez critiquer la CEI. Ça là, c'est une question de bon sens, c'est une question de logique. L'autre point que nous voulons aborder, c'est le fait que les autorités nous disent que les institutions fonctionnent, mais toutes les institutions ne font pas leur travail. Aujourd'hui, on demande le dialogue politique qui ne semble même pas pointer à l'horizon. Mais il y a une institution qu'on appelle le médiateur de la République. Dans l'article 165 de la Constitution, c'est écrit clairement que cette institution-là est l'intercesseur gracieux entre l'administration et ses administrés. Donc ça veut dire que quand le pouvoir en place ne manifeste pas de volonté d'organiser le dialogue politique et que la société civile responsable et l'opposition demandent ce dialogue politique, au nom de la paix, le médiateur de la République devait s'auto-saisir de cette question-là pour pouvoir faire de la médiation entre toutes ces parties-là et créer le cadre d'une discussion, d'un dialogue politique inclusif. En tout cas, à ma connaissance, quand vous écrivez au médiateur de la République, le secrétaire général vous reçoit, ou du moins la secrétaire générale, et puis après, plus de suite. En tout cas, on veut interpeller le médiateur de la République pour qu'il prenne ses responsabilités dans cette question de dialogue politique pendant qu'il est encore temps. L'autre problème que nous voulons relever par rapport au contexte des élections qui constituent un danger, ce sont les arrestations arbitraires. Le jeudi 13, tout près là, il y a des docteurs, 2 représentants des docteurs en attente de recrutement. Ils ont créé une fédération qui s'appelle la Fédération du collectif des docteurs en attente de recrutement. Ils avaient décidé de faire une grève de la faim. Et cette grève de la faim là, ils voulaient la faire au plateau. Donc ils ont écrit à la cathédrale et ils ont écrit aussi au COSIM par rapport à la mosquée du plateau. Et on les a reçus. Le cardinal les a fait recevoir par son vicaire. Mais comment se fait-il que eux, qui n'ont pas encore écrit à la police pour parler de leur grève de la faim, ils sont chez le vicaire et puis la police s'en va les trouver là-bas? Le vicaire a obtenu de ces jeunes gens de suspendre leur projet de grève de la faim pour qu'ils puissent faire une médiation pour voir comment on peut régler le problème. Et la police arrive dans le bureau du vicaire, la police peut arrêter interpeller les 2 jeunes gens là. Évidemment, le vicaire s'est opposé. Et la police se retire, il reste dans la cour, il reste aux alentours de la cathédrale. Quand les jeunes gens sortent, on les interpelle quand même. On les envoie à la préfecture de police. On dit qu'ils ont fait trouble à l'ordre public. Leur trouble à l'ordre public qu'ils n'ont jamais défini aux gens, qu'ils utilisent abusivement contre les gens là. Comment des gens qui ont pris la décision de faire une grève de la faim, qui ne sont même pas au stade d'écrire à la police, peuvent être interpellés? Qui parmi eux a informé la police? Puisque eux, ils n'ont pas écrit à la police. Ça veut dire qu'en leur sein, il y a une taupe qui donne des informations à la police. Maintenant, ils disent qu'ils suspendent parce qu'il y aura une médiation. Donc là, quelle est l'utilité de les arrêter dans ces conditions-là? Et de quoi on les accuse précisément? Les troubles à l'ordre public, là, c'est vague. Ils ont fait quoi
précisément pour troubler l'ordre public, pour qu'on puisse les interpeller. Finalement, on les a relâchés, mais on aurait pu les garder, parce que dans ce pays-là, c'est pas ça, les gens n'ont jamais fait. Donc tout ça là, ça menace la paix, ça menace le contexte pour qu'on ait des élections apaisées. Donc, on va s'arrêter sur ces points-là pour vraiment demander à tous les citoyens de prier pour notre pays. Prier pour que nos autorités aient de la sagesse. Prier pour que l'opposition ait de la sagesse. Prier pour que chacun de nous ait de la sagesse afin que personne ne soit celui qui va être la source par laquelle les problèmes vont revenir encore dans les élections en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro le mardi prochain. Que Dieu garde notre pays.